On va commencer avec un chiffre qui donne vraiment le vertige, 95. C'est énorme. 95 des gens qui se lancent dans le trading perdent de l'argent et finissent par abandonner. Oui. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas un domaine d'amateurs. Les sources nous disent que les banques, les fonds d'investissement, ils recrutent des pointures, Ah oui, des mathématiciens, des physiciens. même des prix Nobel. La compétition est donc absolument démentielle. C'est exactement ça, le point de départ. Comment peut-on avoir un taux d'échec de 95% dans un domaine qui attire autant de matières grises? Et les documents qu'on a explorés, ils attaquent cette question sous deux angles. D'abord, il y a la nature même du métier, son exigence folle. Et ensuite, et c'est là que ça devient, je trouve, passionnant, il y a tous les obstacles que les traders se créent eux-mêmes, Dans leur propre tête. dans leur propre tête. C'est presque un combat contre soi-même. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer un peu ça, de comprendre ce qui sépare ces fameux 5% qui réussissent des autres. Est-ce que c'est de la chance, un talent inné, ou est-ce que c'est une compétence qui se travaille? Exactement. Et l'une des métaphores qui revient tout le temps dans nos lectures, c'est celle du sport de haut niveau. On va voir si elle tient la route. Alors, c'est parti. La première chose qui saute aux yeux, vraiment, c'est que tout le monde est d'accord sur un point. Le trading est un vrai métier, pas une loterie. C'est ça. Plusieurs légendes du milieu, je pense à Jesse Livermore par exemple, insistent là-dessus. Oui, il compare ça à la médecine, au droit. Exactement. Il dit qu'il faut des années de pratique, d'études. On est à des années-lumière de l'image du gars qui trouve le bon tuyau et devient riche en une nuit, quoi. C'est un mythe qui cause énormément de dégâts. Martin Schwartz, un autre trader célèbre, le dit de manière très directe. Il dit « Si on ne traite pas le trading comme un boulot à plein temps, on se fait dépouiller par ceux qui le font. Dépouillé, carrément? Il n'y a pas de place pour le dilettantisme. » Un des articles donne l'exemple d'un certain Mark Cook pour bien faire comprendre ce que travailler dur veut dire. Ah oui. Il détaille sa routine, il est devant ses écrans de l'ouverture à la clôture et il tient un journal de trading, avec plus de 40 entrées détaillées. Par jour? 40 entrées par jour. Mais c'est un travail de moine. Qu'est-ce qu'il peut bien écrire? J'ai acheté, j'ai vendu? C'est bien plus que ça. Il note le contexte du marché, la raison de sa décision, son état émotionnel à ce moment-là, Ah oui, d'accord. comment il a géré la position, pourquoi il en est sorti, et surtout ce qu'il a appris de chaque opération, qu'elle soit gagnante ou perdante. C'est un travail d'analyse constant, en fait. Méticuleux. La conclusion de l'auteur est simple, le marché est une machine à exploiter la paresse. Il n'y a aucun raccourci. Ça me fait penser à une autre citation de Tom Baldwin, qui est encore plus brutale. Il dit « Ceux qui perdent sur les marchés ne travaillent pas assez dur. C'est direct. » Oui. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit que c'était un peu simpliste. On peut travailler comme un forcené et quand même échouer, non? La malchance, ça existe. C'est une excellente question. Et elle est au cœur du sujet. Cette phrase, elle est volontairement provocatrice. Mais elle vise à détruire une idée. L'idée que le marché, c'est un jeu à 50-50. Pile ou face. Ce que beaucoup de débutants pensent. Exactement. Ils arrivent avec cette mentalité et ils ne voient pas l'iceberg de complexité sous la surface. Donc oui, la malchance existe, bien sûr, mais les sources s'accordent à dire que le vrai problème pour les novices, c'est ce qu'un des auteurs appelle l'évaporation du capital d'apprentissage. J'aime bien l'expression «le capital d'apprentissage». Ça veut dire qu'on brûle tout son argent avant même d'avoir eu le temps de comprendre ses erreurs? C'est exactement ça. Le premier objectif, ce n'est pas de devenir riche, c'est de survivre. Durer. Il faut durer assez longtemps pour que les leçons commencent à rentrer. Le capital de départ, en fait, ce sont les frais de scolarité qu'on paie au marché pour apprendre. D'accord. Si on les brûle trop vite avec des mises trop grosses, des décisions impulsives, on est sorti du jeu avant même d'avoir appris la première règle. La priorité absolue, c'est la longévité. Et c'est là que l'analogie avec le sport de haut niveau prend tout son sens. J'avoue que j'ai été surprise d'apprendre que Steve Cohen, un gérant de hedge fund, milliardaire, Oui, a engagé un psychologue du sport, un certain Harry Kiev qui a coaché des médaillés olympiques. c'est fou. Mais en fait, les parallèles sont nombreux. Le premier, c'est l'environnement hyper compétitif. Voilà. Un trader affronte chaque jour les esprits les plus vifs de la planète. C'est comme une finale olympique, mais tous les jours. Le deuxième point, la culture de la performance. Tout est mesuré, quantifié. C'est ça, il y a peu de place pour l'à peu près. Et le troisième, qui est peut-être le plus important, c'est la discipline mentale. Il faut des routines, un entraînement quotidien, une volonté d'acier pour appliquer son plan. Encore et encore. Et il y a ce point qui m'a vraiment interpellée, l'obsession du processus et pas du résultat immédiat. C'est un paradoxe central. Pour gagner de l'argent sur le long terme, il faut
arrêter de penser à l'argent à chaque seconde. C'est contre-intuitif. Totalement. Il faut devenir obsédé par la qualité de ses décisions. Un bon trader, nous dit-on, doit être capable de se féliciter après une perte. Même après une perte. Oui, si cette perte est le résultat d'un plan qui a été bien exécuté. Et à l'inverse, il doit se méfier d'un gain obtenu par hasard. Parce que ça renforce un mauvais comportement. Exactement. Un comportement qui le mènera à sa perte plus tard. Complètement. Mais il doit y avoir une différence majeure entre un tennisman et un trader. On ne peut pas tout mettre sur le même plan. Oui. Et cette différence, elle est à la fois simple et terrifiante. C'est-à-dire? L'athlète a une limite naturelle. Son corps, la fatigue, la douleur, la blessure, ça le force à s'arrêter. D'accord. Le trader, lui, n'a aucune limite physique. Rien ne l'empêche de rester assis devant son écran pendant des heures et des heures. Donc s'il entre dans une spirale de perte, Il peut continuer ce que les textes appellent ses opérations autodestructrices jusqu'à ce que son compte soit à zéro. Le seul fusible, la seule chose qui peut l'arrêter, c'est lui-même. et cette idée que le seul frein c'est soi-même, c'est vertigineux. On comprend mieux pourquoi toutes nos lectures consacrent autant de place à la psychologie. C'est la transition parfaite. Le marché n'est finalement qu'un miroir de nos propres failles. Exactement. Car la deuxième grande idée qui se dégage, c'est que les vrais obstacles ne sont pas sur le graphique des prix. Ils sont entre nos deux oreilles. On parle du concept de prophétie autoréalisatrice. C'est ça. C'est l'idée que nos croyances finissent par façonner notre réalité. Le mécanisme est simple, mais il est implacable. Comment ça marche? La personne qui est convaincue qu'elle peut réussir va voir les difficultés comme des défis. Elle va travailler, apprendre, persévérer. À l'inverse, la personne qui, au fond d'elle, doute, qui pense qu'elle n'a pas le niveau, Elle va interpréter le premier obstacle comme la preuve qu'elle avait raison de douter. voilà, la preuve irréfutable de son incompétence. Et elle abandonnera. L'un des auteurs fait un parallèle sociologique que j'ai trouvé intéressant, mais aussi un peu dérangeant. Sur l'origine sociale? Oui, il suggère qu'une personne d'un milieu favorisé part avec un avantage psychologique, une sorte de confiance de base en se disant « mes parents ont réussi, donc c'est possible ». C'est un point délicat, c'est vrai. L'auteur ne dit pas que c'est une règle absolue, mais une tendance. Cette confiance initiale peut agir comme un carburant au début. Mais, et c'est très important, les sources soulignent aussi que le trading est l'un des domaines les plus méritocratiques qui soit. Le marché se fiche de votre nom ou de votre diplôme. Complètement. Il ne regarde que votre performance. Et ça veut dire qu'on peut travailler sur ses croyances. Il faut éliminer ce que les textes appellent les blocages internes. Ils font une distinction entre blocage externe et interne, c'est ça? Oui, et c'est une grille de lecture très utile. Les blocages externes sont réels. Un capital trop faible, une mauvaise connexion Internet. Des choses concrètes. Voilà. Mais avec de la détermination, on peut trouver des solutions. Les blocages internes, eux, sont beaucoup plus dangereux. Nos peurs, nos doutes. C'est ça. Et leur principal effet, c'est d'amplifier notre perception des blocages externes. Un petit problème technique devient une excuse parfaite pour tout arrêter. Une petite perte devient la preuve que ça ne marchera jamais. Le blocage interne transforme la colline en montagne. C'est exactement l'idée. Attendez, mais le concept qui m'a le plus retourné dans ces lectures, c'est celui du refus de la réussite. C'est complètement dingue de penser que notre cerveau pourrait nous saboter au moment où on est sur le point de gagner. C'est un phénomène psychologique documenté mais très troublant, oui. Le succès, surtout s'il est rapide, peut générer une anxiété immense. Des questions qui surgissent. Oui, souvent inconsciemment. Est-ce que je le mérite vraiment? Et si tout s'arrêtait demain? Et si les autres découvrent que je suis un imposteur? Le syndrome de l'imposteur. C'est ça. Et cette peur peut pousser un trader à commettre des erreurs grossières, à prendre des risques insensés, comme pour revenir à une situation plus confortable. Même si c'est celle de l'échec. Même si c'est celle de l'échec. C'est un acte d'auto-sabotage, pour soulager une pression psychologique devenue insupportable. C'est ce qui explique cette phrase incroyable du trader Ed Seykota qui dit « On obtient ce que l'on recherche sur les marchés ». Ça voudrait dire que certains cherchent inconsciemment à perdre. C'est exactement son propos. Il suggère que pour certaines personnes, l'objectif n'est pas l'argent. Ils viennent chercher autre chose. Oui, le frisson du jeu, l'excitation, ou, et c'est le plus étonnant, ils viennent chercher une forme de drame, une excuse pour se plaindre, attirer l'attention. Et dans ce cas, perdre de l'argent devient le moyen d'obtenir ce qu'ils recherchent. Voilà. C'est bien sûr totalement dysfonctionnel si l'objectif affiché est de gagner sa vie. Il faut être très au clair avec ses motivations profondes. Alors, comment on fait pour ne pas tomber dans ces pièges? La gestion du stress semble être la clé? Absolument. Mais il faut comprendre que le stress a deux visages. Il y a le bon stress, ce qu'on appelle le stress. La petite tension avant une compétition? C'est ça. Ça aiguise les sens, améliore la concentration, c'est un allié. Et puis il y a le mauvais stress.
quand la pression dépasse un certain seuil. Et là, il devient un ennemi. Un ennemi redoutable. Il provoque de l'anxiété, de l'impulsivité et paralyse la pensée rationnelle. L'analogie parfaite dans les textes, c'est celle de l'étudiant qui a parfaitement révisé, Ouais. mais qui panique le jour de l'examen et se retrouve devant sa feuille blanche. Exactement. Le savoir est là, mais le stress en bloque l'accès. L'histoire de Martin Schwartz, qu'on a déjà citée, est une illustration parfaite et terrifiante de ça. C'est un cas d'école. Schwartz, qui était déjà un trader guéri, se retrouve pris dans une spirale et perd 1 million de dollars. 1 million! En l'espace de 4 heures. C'est inimaginable. Il décrit lui-même cet état comme totalement incontrôlable et irrationnel. Il savait qu'il faisait n'importe quoi, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Le cerveau reptilien avait pris le contrôle. Une expérience pareille aurait pu mettre un terme à sa carrière. C'est un traumatisme. Et c'est là qu'on voit la différence entre un bon trader et un champion. N'importe qui aurait pu sombrer. Mais sa force, ça a été d'abord d'accepter. Accepter la perte, accepter sa propre erreur. Il n'a pas cherché d'excuses. Et ensuite, Ensuite, il a analysé. Et le lendemain, il est revenu et, selon ses propres mots, il s'est battu comme un diable pour regagner presque toute la somme. pas par des coups de poker, j'imagine. Non, en appliquant sa méthode avec une discipline de fer. Il a transformé cet événement dévastateur en un de ses apprentissages les plus importants sur la gestion de soi. C'est cette résilience qui est la marque des très grands. Si on essaye de synthétiser tout ça, le portrait qui se dégage est assez clair. Réussir en trading, ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être un génie des maths. Pas seulement en tout cas. C'est une discipline qui repose sur deux piliers. D'un côté, une éthique de travail digne d'un athlète olympique. C'est le premier point, oui. Et de l'autre, une maîtrise de soi quasi monacale pour déconstruire une à une toutes les barrières psychologiques qu'on se met soi-même. Tout à fait. Et pour boucler la boucle avec la question de la chance, l'un des documents cite le penseur Nassim Taleb. Ah oui, Sa conclusion est lumineuse. À court terme, la chance est reine. N'importe qui peut faire un ou deux coups gagnants par hasard. c'est vrai. Mais sur le long terme, sur des centaines, des milliers d'opérations, l'impact de la chance tend vers zéro. Elle se lisse. Ce qui reste, ce qui différencie ce qui dure de la masse des 95%, c'est uniquement la compétence. Pour finir, il y a une dernière idée qui m'a laissée songeuse. Un des textes suggère que certains principes qu'on nous a martelés depuis l'enfance, Comme quoi, par exemple? comme il ne faut pas montrer ses émotions, il faut toujours avoir raison, ou il faut finir ce qu'on a commencé, D'accord. peuvent devenir de véritables handicaps pour un trader. Et ça soulève une question fascinante qui va bien au-delà du trading. Pour exceller dans un domaine aussi contre-intuitif où il faut savoir accepter ses pertes, admettre qu'on a tort et parfois aller contre la foule, quelles de nos certitudes et des règles de vie les plus fondamentales faut-il accepter de désapprendre consciemment ?